Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 5 mai 2023, il est 10h en France et 17h au Japon. Et nous sommes ensemble, comme tous les vendredis, de 10h à midi pour un nouvel épisode de Soft Power, la matinale pop culture, hebdomadaire, engagée, vous connaissez la rengaine, dans laquelle on fait un point critique sur l'actualité de la semaine passée, le tout en écoutant de la musique d'animé, dont les références sont désormais affichées à l'écran pour celles et ceux qui suivent l'émission en vidéo. Au programme de cette semaine, on va pas mal lorgner vers l'avenir de l'audiovisuel, puisqu'on parlera évidemment de l'importante grève des scénaristes qui est actuellement conduite aux États-Unis et qui devrait impacter toute la production audiovisuelle dans les prochains mois et dans les prochaines années. On parlera des films Dune, partie 2 et Gran Turismo qui se sont tous les deux offerts cette semaine leur première bande-annonce et il y a pas mal de choses à en dire. On reviendra sur une proposition de loi côté Sénat français pour réformer l'audiovisuel français. On parlera également de Pixel Ripped, un jeu de réalité virtuelle qui a l'air de parler du passé, mais qui nous en dit en réalité beaucoup sur l'avenir de la marque Atari. On parlera, on commence à en avoir un petit peu l'habitude de l'incursion des intelligences artificielles génératives dans le monde du jeu vidéo par le biais d'un mode sur le jeu Skyrim. Mais avant tout, les gens, je vous propose de commencer par une bande-annonce pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Bande-annonce de ce qui est tout simplement le film français le plus cher de l'histoire du cinéma. Miraculous, le film a enfin une date de sortie fixe puisque le film sortira le 5 juillet prochain, une sortie maintes et maintes fois décalée en raison de la pandémie et d'une production complexe, mais qui devrait cette fois ne plus faillir 4 ans après l'annonce du début de la production du film qui nous narre les aventures de deux adolescents parisiens, Marinette Dupin-Cheng et Adrien Agresten, qui à l'occasion peuvent se transformer en super-héros et devenir Ladybug et Chat Noir pour affronter des super-vilains créés par le mystérieux Le Papillon qui rêve de récupérer les Miraculous, des sortes de petits bijoux magiques antiques afin de détruire le monde entier. Un scénario assez classique, saupoudré d'un petit peu de romance, puisque Marinette ne sait pas qu'Adrien, qu'elle aime, est derrière le masque du Chat Noir. Adrien, lui, ne sait pas que Marinette, sa camarade de classe dont il se cogne un petit peu, est derrière le masque de Ladybug, pour laquelle il a des sentiments. Le film est réalisé, mis en musique, coproduit et coécrit par Jérémy Zag, un nom qui ne vous dit probablement rien, mais qui devrait vous en dire de plus en plus, puisque le bonhomme est entrepreneur, producteur, réalisateur et compositeur pour films et séries télévisé, on se croirait chez Astier. Il est notamment le fondateur et PDG de Zag Entertainment, une entreprise spécialisée dans les franchises de divertissement pour les enfants et la famille. Il est aussi cofondateur de Zagtoon, producteur de séries télévisées à succès comme Sammy & Co, Zag Storm, Popples, pour lesquels il est régulièrement amené à travailler avec des partenaires comme Disney Channel, Nickelodeon, TF1 et même Toei Animation. Et au casting vocal, on retrouve sans surprise, je vous en parle juste après, pourquoi, Anouk Aubois pour l'interprétation de Marinette, Benjamin Bollen pour celle d'Adrien, Antoine Thomé pour celle du Papillon et Marie Nononmaker pour celle de Tiki. Et évidemment, et je vois dans le chat justement les doutes, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la production du film, la première chose qui frappe, c'est bien son budget délirant pour une production française, puisqu'il avoisine les 80 millions d'euros. C'est devant les Trois Mousquetaires, comme je le vois dans le chat. Pour celles et ceux qui seraient absolument étrangers au projet et qui auraient les oreilles chauffées d'apprendre qu'il s'agit bien du film le plus cher de l'histoire du cinéma français, si vous me permettez bien justement de ne pas inclure, comme il est dit dans le chat, dans l'équation Valérien et la Cité des 1000 planètes qui relève davantage de la large coproduction internationale, il faut rappeler que Miraculous le film est l'adaptation sur grand écran de Miraculous la série animée, ou plutôt en totalité Miraculous les aventures de Ladybug et le Chat Noir, et il faut bien comprendre ça si on souhaite comprendre le projet. Miraculous la série, c'est une série télévisée d'animation 3D franco-coréo-japonaise créée par Thomas Astruc, produite par Jérémy Zag, le voilà, et coproduite par plusieurs studios dont Zacton. On commence à faire un petit peu les liens, et aussi Toei Animation de temps en temps. Une série au succès absolument colossal, puisque sa grosse centaine d'épisodes étalée sur 5 saisons a été diffusée dans plus de 120 pays. Une série qui est devenue en quelques années l'un des programmes jeunesse les plus regardés en Europe, aux côtés d'Alvin et les Chipmunks, je vais y arriver, et Bob l'éponge, ce qui est d'autant plus un exploit que ces dernières années, le marché des programmes jeunesse s'est
fortement dynamisé en Europe, amenant toujours plus d'œuvres à être produites et à être visibles. Et visible, Miraculous l'est, par exemple, puisque par exemple, on peut penser à la diffusion du téléfilm Miraculous World Shanghai, la légende de Lady Dragon, en avril 2021, qui avait atteint, préparez-vous, une audience d'1,3 million de téléspectateurs sur TF1, c'est colossal, et même atteint une part de marché de 58,4% chez les jeunes garçons. La série est même classée par IMDb parmi les 10 meilleures séries animées des 20 dernières années. Elle a été classée parmi les 10 émissions de télévision les plus populaires sur Netflix USA. Un succès absolument monstrueux qui a été récompensé à maintes et maintes reprises par des prix, dont celui important des Teen Choice Awards américains de 2018. Mais il faut dire qu'avec une base de fans massive, de jeunes adultes, les Miraculeurs âgés de 15 à 25 ans, Miraculous est évidemment devenu un engouement planétaire numérique avec 32 milliards de vues sur YouTube, et ça c'est seulement pour les vues officielles, 150 millions de téléchargements de l'application officielle Miraculous, plus de 200 millions de produits vendus au cours de ces dernières années, et c'est des millions d'adeptes qui se retrouvent sur Instagram ou sur le TikTok de la série. Il aurait évidemment été tout à fait curieux de ne pas voir débouler un film sur grand écran. Et c'est désormais chose faite avec ce Miraculous le film, un projet très ambitieux donc, qui va jouer la carte de l'origin story, tout en faisant le pont avec la saison 5 actuellement en cours de diffusion, et qui s'offrira donc un titanesque budget de 80 millions d'euros. Pour ce faire, le film est produit par On Entertainment, un studio d'animation déjà à l'origine de Moon Gardien de la Lune, de Playmobil, le film, mais surtout du Petit Prince, encore aujourd'hui le plus grand succès mondial pour un film d'animation français, qui s'était déjà cogné un budget de quasi 60 millions d'euros, une paille, et le ramassage d'argent pour Miraculous joue sur le même tableau que pour Le Petit Prince, vendre avant sa sortie le film à des distributeurs dans le monde entier, ce qui a été rendu possible par le succès sans précédent de la série originale, et aussi en bénéficiant évidemment de tout un tas de crédits d'impôt. On se souvient que le Petit Prince avait vu ainsi presque un tiers de son budget couvert par d'importants crédits d'impôt canadiens. Et l'objectif, vous l'aurez compris, produire un film mondial dès le départ, puisqu'il n'est pas question du tout avec Miraculous un seul instant de rester dans l'Hexagone. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que le film soit à la hauteur d'une production internationale, même si le résultat est, disons, peut-être pas forcément à la hauteur, en tout cas, de ce qu'on peut voir de la bande-annonce, mais c'est l'idée, mettre les petits plats dans les grands, et ça s'est fait dès le lancement du projet, avec des teasers dans tous les sens. On a eu un double teaser en fin 2019, celui du clip musical du titre « Ce mur qui nous sépare », puisque on nous présente le film comme très musical, et un premier teaser du film lui-même dévoilé par le réalisateur sur son compte Instagram. Et puis les articles, le Figaro TV Mag en décembre 2019, la conférence de presse du Festival d'Annecy en 2021, l'annonce du casting vocal dans tous les pays, le congrès de la Fédération nationale du cinéma français en 2022, et boum, le voilà, un film qui sortira, je le disais en introduction, le 5 juillet 2023. Un film d'autant plus important qu'avec ses équipes de production, avec ses décors, puisqu'on voit dans la série Paris sous tous ses angles, de la Tour Eiffel au Trocadéro en passant par le Louvre, avec des personnages au nom qui laissent pas de place au doute, Marinette Dupin, Adrien Agreste, alias Césaire, Chloé Bourgeois, avec son style graphique à mi-chemin entre l'animé et la bande dessinée franco-belge, avec son humour souvent axé sur le calembour. Miraculous, le film, est de toute évidence un immense moment de soft power français pur et dur, ambitieux comme jamais jusqu'à présent, parce qu'au-delà de ses enjeux financiers, évidemment artistiques bien entendu, le film aura aussi la très lourde tâche indirecte à assumer, celle d'être une vitrine pour la créativité et la diversité française, en montrant qu'elles peuvent séduire un large public international, et notamment les jeunes. Rendez-vous en salle le 5 juillet pour voir le résultat. Les gens, puisque en plus vous venez de chez Marcel, ça va vous intéresser. On avait tout prévu dans le premier épisode de Soft Power. On l'avait esquissé, on l'avait prévenu, on l'avait défini comme plus que probable. Bref, on l'avait nostradamusisé, mais c'est désormais acté, puisque les syndicats de scénaristes américains ont officiellement annoncé ce mardi entrer en grève. Outside production studios across the country. Thousands of writers have stepped away from their keyboards to form picket lines. Better pay, better residuals, larger writers' rooms. Here in Los Angeles, WGA President Meredith Steam joined protesters outside of Netflix studios.
Donc, je le disais, la WGA, la Writers Guild of America, pour celles et ceux qui n'étaient pas là à la première émission, c'est le plus gros syndicat américain qui représente les scénaristes professionnels sur tous les supports scénarisés. La WGA a appelé à son premier arrêt en 15 ans, après avoir échoué à parvenir à un accord sur une augmentation des salaires, en opposant ainsi 11 500 scénaristes aux sociétés de la vieille garde, mais aussi et peut-être surtout aux nouveaux venus dans le domaine de la technologie que sont Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime. Et l'enjeu de cette grève est d'autant plus déterminant que cette grève en évoque une autre, celle des scénaristes américains de fin 2017 et de début 2008, un mouvement social qui avait duré 100 jours, durant lesquels plus de 12 000 scénaristes avaient participé à la grève pour réclamer une meilleure rémunération pour le téléchargement et le streaming de leurs œuvres sur Internet. Une grève à l'époque colossale qui avait pris à l'économie californienne 2,1 milliards de dollars, en ce qu'elle avait eu des conséquences importantes sur l'industrie du cinéma et de la télévision, notamment sur la production et la diffusion de nombreuses séries populaires, mais une grève surtout, qui s'était terminée par un accord victorieux pour les scénaristes, accord qui leur accordait notamment une part des revenus générés pour les nouveaux médias. Et c'est bien un écho de cette victoire qui est recherché par la WGA pour cette nouvelle grève, une grève inéluctable, comme on le signait il y a quelques mois, les scénaristes de tous bords faisant face à ce que Meredith Stiem, la présidente de WGA West, définit comme une menace existentielle pour la profession. Dans un communiqué, la WGA précise, je cite, que les entreprises ont utilisé la transition vers le streaming pour réduire le salaire des écrivains et séparer l'écriture de la production, aggravant les conditions de travail des auteurs de séries à tous les niveaux. Sur les équipes de télévision, plus d'écrivains travaillent au minimum, quelle que soit leur expérience, souvent pendant moins de semaines ou dans des mini-salles, tandis que les showrunners se retrouvent sans équipe de rédaction pour terminer la saison. Et tandis que les budgets des séries ont grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, le salaire médian des scénaristes-producteurs, lui, a chuté. Selon les statistiques de la WGA, c'est la moitié des auteurs de séries télévisées qui travaillent désormais au salaire minimum, contre un tiers en 2013-2014. Le salaire médian, quant à lui, au niveau supérieur de scénaristes-producteurs, a chuté de 4% au cours de la dernière décennie, ce qui peut sembler pas énorme, sauf que si on prend en compte l'inflation, ça nous mène à une chute de 23%, ce qui est absolument colossal. Et c'est bien autour un triptyque de revendications que s'articule la WGA. Au cœur de tout, évidemment, la volonté d'obtenir de meilleures rémunérations pour toute la profession, mais aussi mettre fin à certaines pratiques rampantes comme la surabondance de contrats précaires de courte durée ces dernières années, le mépris des plateformes de SVOD pour les conventions collectives, des négociations, le favoritisme de négociations individuelles pour casser les mouvements collectifs de scénaristes, la surutilisation des fameuses mini-salles pour élaborer des scénarios, comprenez simplement élaborer des scénarios en sous-effectif pour écrire des saisons plus courtes pour les plateformes de SVOD. Et puis, la WGA demande en troisième point, et c'est pas des moindres, des garanties contre l'utilisation des programmes d'écriture d'intelligence artificielle générative. Comprenez ici que la WGA veut précisément des garanties pour empêcher les studios d'utiliser ces intelligences artificielles pour générer de nouveaux scripts à partir des travaux antérieurs des écrivains et les empêcher de transformer le travail de scénariste, comme est en train de le faire Ubisoft avec son projet Ghostwriter dont on reparle tout à l'heure, transformer le métier de scénariste en un métier de relecteur et de réécrivain de projets de scripts créés par ces mêmes IA génératives. Alors bien entendu, l'Alliance des producteurs de films et de télévision, une association professionnelle qui représente collectivement plus de 350 sociétés américaines de production télévisuelle et cinématographique, dont Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount Pictures, Netflix, Prime Video, bref, la crème de la crème, dont on parle ici chaque semaine. Cette association a annoncé lundi qu'elle comprenait pas trop les revendications, qu'elle avait pourtant proposé aux scénaristes de généreuses augmentations de rémunération, mais qu'ils avaient refusé. C'est exactement ce qui a dû se passer, oui. Et l'Alliance s'est déjà empressée de souligner que la grève allait précariser beaucoup de travailleurs et autres techniciens de l'audiovisuel dans des situations précaires, encore plus précaires et encore plus difficiles. On connaît la stratégie de mise en opposition des précarités, c'est pas nouveau. Les membres de la WGA ont commencé mardi à faire du piquetage devant les studios d'Hollywood et New York. Dans l'après-midi à Los Angeles, des écrivains en t-shirt WGA bleu s'étaient rendus dans toute la ville. On pouvait entendre poing levé, stylo baissé, Los Angeles est une ville syndicale, devant les studios Amazon à Culver City. Une grève qui s'annonce d'ores et déjà
absolument massive, absolument immense, puisqu'un certain nombre d'autres syndicats ont déjà manifesté leur soutien public à la grève de la WGA, notamment la Directors Guild of America, la SAG-AFTRA, la Fédération américaine des musiciens, et même la UK Writers Guild britannique, cette dernière demandant carrément à ses membres de ne pas travailler sur des productions américaines pendant la durée de la grève. Alors, je m'attarde pas trop sur les effets les plus directs de la grève qui vont se faire sentir sur la production d'œuvres culturelles, à commencer par les talk-shows, les sketchs de fin de soirée aux États-Unis qui vont être immédiatement coupés dès cette semaine. Et il y a fort à parier que la grève, si elle s'étend, va entraîner évidemment un report de la saison télévisée d'automne, pour laquelle l'écriture commence normalement en mai et juin. C'est un peu triste, mais ça me semble tout à fait anecdotique par rapport aux enjeux d'une victoire ou d'une défaite à l'issue de ce nouveau mouvement social. Et puis beaucoup de sites français ont décidé de se focaliser que là-dessus. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Moi, ça m'intéresse pas trop. Mouvement social qu'on suivra régulièrement à partir de maintenant sur Soft Power. Et courage à tous les grévistes qui sont probablement partis pour un très long ride. Bon, une courte news, les gens, pour parler de l'initiative du journal finlandais, le Helsingin Sanomat, le plus gros journal du pays pour la journée mondiale de la liberté de la presse qui a eu lieu ce mercredi. L'organisme a choisi d'utiliser Counter-Strike Global Offensive, CSGO pour les intimes, jeu vidéo culte de tir à la première personne qui oppose deux équipes de terroristes et de contre-terroristes. C'est pas un hasard, comme moyen de contourner les restrictions russes aux médias. Pour ce faire, comme vous avez pu le voir à l'écran, pour celles et ceux qui suivent l'émission en vidéo, le Helsingin Sanomat a créé une nouvelle carte pour les joueurs dans laquelle on trouve une pièce cachée à condition d'utiliser la caméra spectateur, une fonctionnalité du jeu qui permet de voir la carte sous différents angles sans être limité par les murs ou les obstacles et qui est souvent utilisée par les joueurs morts dans le jeu ou par celles et ceux qui veulent venir observer les joueurs jouer. À l'intérieur de cette pièce cachée, qui se situe dans l'un des immeubles de la ville, on trouve tout un ensemble d'articles du Helsingin Sanomat en langue russe qui détaillent les actions de l'armée russe lors de l'invasion en Ukraine. Les murs de la salle numérique sont couverts d'articles et de photos qui relatent des événements tels que les massacres dans les villes ukrainiennes de Boutcha et d'Irpin. Sur l'un des murs, les joueurs peuvent même trouver une carte de l'Ukraine où sont signalées les attaques contre la population civile, tandis qu'un enregistrement en russe lit des articles du Helsingin Sanomat. Bref, vous l'aurez compris, l'idée c'est de contourner la propagande russe quant à la guerre en Ukraine par le jeu vidéo, puisque notamment les jeux en ligne ne sont pas toujours contrôlés par les autorités russes. Pour Antero Muka, le rédacteur en chef du Helsingin Sanomat, je le cite, cela montre que toute tentative pour empêcher la circulation de l'information et pour tromper le public est vouée à l'échec dans notre monde moderne. Alors, une vision très optimiste qu'on pourra tout de suite tempérer par le fait que la carte n'a été téléchargée que 2000 fois depuis lundi, ce qui n'est pas énorme puisqu'on compte 4 millions de joueurs de cette version de Counter-Strike en Russie, a fortiori que l'exposition de l'action du Helsingin Sanomat devrait très vite attirer le regard des autorités russes sur la question des jeux en ligne en Russie et notamment de cet épisode de Counter-Strike. Une affaire qui nous rappelle que le jeu vidéo est depuis maintenant de nombreuses années aussi un outil au service de la propagande et de la contre-propagande, au même titre que tous les autres médiums. On peut se souvenir que le président Eisenhower avait fait appel en 1952 au studio Disney pour réaliser un dessin animé pour sa campagne présidentielle. Et côté jeux vidéo, on peut se rappeler pas mal de choses. On peut se rappeler par exemple le partenariat de Obama, par exemple. Le partenariat de Obama et de Madden NFL 13 en 2012, avec son visage affiché dans les États de l'Ohio, du Nevada, du Colorado, etc. Des États clés qui avaient majoritairement voté républicain en 2008. Quand on ne parle pas directement et carrément de serious game, des applications informatiques qui combinent l'apprentissage, l'entraînement, la communication avec des ressorts ludiques inspirés du monde du gaming classique comme America's Army de 2002, développé spécifiquement par l'armée américaine avant de devenir un levier promotionnel du recrutement dans les villes du pays. Bref, je termine cette news en glissant comme ça, hop, ni vu ni connu, que le jeu vidéo peut aussi servir directement sur le terrain, puisqu'on apprenait cette semaine également que l'armée ukrainienne utilisait la machine de jeu Steam Deck comme outil pour contrôler à distance des tourelles mitrailleuses déployées sur le front face à l'invasion russe. Ouais,
Ouais. Faites ce que vous voulez de cette information. En tout cas, pour celles et ceux qui sont intéressés, la carte créée par le Helsinki Sanomat s'intitule Devonia, la guerre en russe, et est disponible si vous souhaitez y jeter un œil sur Counter-Strike Global Offensive. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's called swimming. I don't believe you. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides. Your father didn't believe in revenge. What if Paul Atreides were still alive? La voici, la voilà, la tant attendue bande-annonce de la deuxième partie de Dune, l'adaptation filmique de l'œuvre culte de science-fiction, a enfin été montrée au grand public hier, après une diffusion en catimini la semaine dernière lors de la CinemaCon. Dune, partie 2, puisque c'est son nom, c'est la suite de Dune, sortie en 2021 en parallèle au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO Max, qui va nous conter la suite du voyage de Paul Atreides, qui va chercher à se venger des Harkonnen et de l'empereur Shaddam IV, qui ont tué son père Leto et trahi sa maison. Le tout sur fond d'épices, d'enjeux galactiques, de vers géants et de bonnes grosses dunes de la planète Arrakis. Le film est toujours réalisé pour cette deuxième partie par Denis Villeneuve, qu'on aime, qu'on déteste, qui avait notamment réalisé pour moi les excellents, voire carrément brillants Sicario, Enemy, Prisoners, et les peut-être un petit peu moins bons, c'est vrai, Premier Contact et Blade Runner 2049. Au casting 5 étoiles, on retrouve évidemment Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista ou encore Javier Bardem qui reprennent ici le rôle du premier film. Mais on peut aussi compter sur l'arrivée de nouveaux venus et pas des moindres puisque Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken et Léa Seydoux ont également rejoint le casting pour ce second volet. Et il faut dire que le fait que ce Dune 2 sorte, c'est déjà en soi un petit exploit parce qu'il n'était absolument pas acquis que la partie 1 soit un succès, ce qui était, compte tenu du budget important du film, la condition sine qua non d'une potentielle suite, voire de plusieurs, puisqu'on parle déjà d'un Dune partie 3. C'était pas dit que ce serait un succès pour 4 raisons, il me semble. La première, c'est que le film avait été produit par Legendary Entertainment et distribué par Warner Bros. Pictures, et qu'en raison de la pandémie de Covid-19, paf, le Covid, me dit-on dans l'oreillette, Warner Bros avait décidé, comme on le disait la semaine dernière, de sortir le film simultanément en salle et en streaming sur HBO Max, sans consulter Legendary, par ailleurs, ce qui avait valu des petites tractations juridiques, ce qui avait fait naître pas mal de craintes quant au fait que le streaming nuise au succès du film au box-office, comme ça a pu finguer, par exemple, la sortie de Matrix 4. Deuxième raison, parce que le contrat de production ne portait que sur le premier film et la suite n'était pas de facto garantie. Villeneuve et les acteurs avaient donc dû attendre que le film sorte et rencontre un succès suffisant pour que Warner Bros. Donne son feu vert à la suite. Troisième raison, parce que le film Dune en salle, c'était très compliqué, parce qu'il était confronté à une forte concurrence au box-office, notamment avec le film James Bond No Time to Die qui sortait dans les mêmes eaux, et qu'en plus, pour le voir, il fallait faire face aux restrictions sanitaires liées à la pandémie qui limitaient le nombre de spectateurs dans les salles. Et coup de chance, parce que le film qui a eu des résultats assez mitigés sur le marché américain a bénéficié d'un succès international assez important, notamment en Chine. Et puis la quatrième raison qui est que ça a toujours été très compliqué d'adapter Dune au cinéma. On se souvient de l'adaptation Fantôme qui n'aura jamais eu lieu d'Alejandro Jodorowsky, qui est un petit peu une blague de cinéphile qu'on se raconte au coin du feu. Arrêtons de nous voiler la face. Le film devait durer 200 000 heures, réunir Salvador Dali, Orson Welles, Pink Floyd dans les années 70. C'était absurde. On peut se souvenir de l'adaptation un petit peu plus concrète et peut-être un petit peu plus sérieuse aussi de David Lynch en 1984, qui a été un flop critique et un flop commercial pour un film jugé trop léger par rapport au matériel original et trop confus. Lynch ayant même renié son film qu'il définit comme un chagrin d'amour. Et puis plus rien jusqu'au film de Villeneuve. Une difficulté d'adaptation qu'on doit à une œuvre originale particulièrement dense qui traite du pouvoir, qui traite de la religion, de l'écologie, de la politique, de la spiritualité, des drogues, du destin, etc. etc. Le tout dans un univers extrêmement riche et complexe, exhaustivement inadaptable en soi, qui nécessite évidemment pour les réalisateurs et les réalisatrices aventureux de coucher les
les aventures de Paul Atreides sur grand écran, de faire des choix scénaristiques et visuels importants pour rendre le récit compréhensible, intéressant, tout en exploitant la grammaire du médium, ce qui a posé au fil des décennies tout un tas de difficultés techniques, logistiques, financières ou artistiques. Et il faut au moins résoudre tout ça pour apporter d'une sur grand écran dans tout ce que le roman a eu d'influent et de novateur pour tout un pan de la pop culture, en espérant que cette partie 2 soit un petit peu plus audacieuse que la première et peut-être qu'on s'y ennuie un tout petit peu moins. Allez, courage, Denis, puisque, comme le dirait Paul, la peur tue l'esprit, débride-toi. Et pour celles et ceux que ça intéresse, Dune partie 2, ce sera dans les salles françaises le 1er novembre 2023. Bon, une news un petit peu moins marrante, les gens. Vous avez toujours rêvé de vous balader dans un jeu vidéo, de parler à des personnages non jouables et que ceux-ci arrêtent de vous répéter en boucle jusqu'à la fin des temps que vous êtes nouveau dans le village. Eh bien ça pourrait bientôt arriver. So were you ever told campfire stories? Let me think. Yes, my family and I used to tell campfire stories during our hunting trips. We would share tales of great Nordic heroes and legendary creatures such as trolls and draugr. I remember once my father told us a story about a warrior who battled a powerful dragon. Alors, pour celles et ceux qui écoutent l'émission en podcast, ce qu'on vient de voir à l'écran, c'est une vidéo du jeu The Elder Scrolls Skyrim, sorti en 2011, dont l'immense succès critique et commercial lui a valu d'entrer dans une forme d'éternité, puisque depuis le jeu est ressorti, a été remasterisé, modé, remodé. Et ce qu'on a vu à l'écran, c'est justement un nouveau mode du jeu. Comprenez une modification apportée par un ou plusieurs joueurs, mode créé cette fois-ci par le joueur Art from the Machine, qui a eu le coup de bon sens d'intégrer une intelligence artificielle générative dans le jeu pour faire produire à tous les personnages que vous pouvez rencontrer dans le jeu des dialogues sans cesse renouvelés, produits par ChatGPT. Et Art from the Machine a été d'autant plus malin qu'il a combiné son agent conversationnel avec d'autres logiciels, vous permettant de pouvoir faire tout ça à la voix, puisque vous pouvez désormais parler aux personnages non jouables et ceux-ci vous répondent en retour. Dans la vidéo, on voit que les personnages non jouables savent notamment se situer dans l'espace et dans le temps, qui sont capables en plus de percevoir votre équipement en jeu, ce qui donne encore plus de crédibilité à ce qu'ils sont en train de vous raconter. Évidemment, c'est très loin d'être parfait, et le problème numéro 1, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, tient pour le moment à la rapidité de l'agent conversationnel, puisque, comme vous l'avez senti, ça prend une grosse dizaine de secondes pour que le personnage se mette enfin à vous répondre, puisqu'il commence toujours par répondre par « let me thinking », exactement comme ChatGPT. Mais bon, il est assez clair qu'on est au début d'une technologie assez dingue dans ce qu'elle peut révolutionner, et je pèse mes mots, le rapport qu'on a à la narration dans le jeu vidéo. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle dans Soft Power de ces IA génératives dans le monde du jeu vidéo, et pour cause, il est assez clair depuis quelques mois que c'est un nouvel Eldorado pour bon nombre d'entreprises du milieu. On avait déjà parlé, pour celles et ceux qui s'en souviennent, de Ghostwriter d'Ubisoft, une IA capable de précisément créer des dialogues pour les personnages non jouables de ces univers, et on avait notamment fait une pause sur les motivations derrière ce type de projet, loin d'être artistique, puisqu'il s'agissait principalement de réaliser d'importantes coupes salariales. Waouh, on est surpris. N'hésitez pas à jeter une oreille aux anciennes émissions, vous ne serez pas déçus du voyage, en tout cas moins que dans les jeux Ubisoft. Mais on peut aussi parler de Unity, le moteur de jeu concurrent d'Epic Games, qui prévoit de lancer une marketplace dédiée aux logiciels d'IA générative. On peut parler de la plateforme vidéoludique ultra populaire qui est Roblox, qui a annoncé l'arrivée de 2 outils d'IA générative sur sa plateforme, un pour générer du code informatique et un autre pour créer des textures, dans l'objectif, nous dit-on, d'abaisser les barrières à l'entrée pour enrichir son catalogue de mini-jeux. Comprenez, toujours faire produire plus de jeux par les joueurs. Mais on peut penser aussi à AI Dungeon, un jeu en ligne lancé en 2019 qui utilise justement une IA générative basée sur le modèle GPT-3 pour générer des aventures interactives, personnalisées, à partir du texte qui va être saisi par le joueur. Bref, cette vidéo de Skyrim s'inscrit, il me semble, dans cette longue mouvance, dans ce mouvement d'intégration de l'IA générative dans le jeu vidéo et plus généralement dans nos objets culturels. Et cette vidéo est encore une fois un extrait très impressionnant, c'est vrai, pour l'avenir, et elle nous montre à quel point les IA génératives peuvent être des technologies très prometteuses pour le médium vidéoludique, en ce qu'elles ouvrent de nouvelles possibilités créatives et ludiques qu'on peut trouver dingues et que je trouve personnellement dingues, mais des possibilités
qui ne doivent pas en parallèle nous faire oublier les nombreux questionnements éthiques, économiques, philosophiques, politiques, qu'on se pose bien trop tard, on l'a déjà dit 1000 fois, et qui nous renvoie, il me semble, dans ce cas précis du jeu vidéo, à la nature même du jeu vidéo, à son rapport au réel et à l'imaginaire, à sa fonction sociale, à sa fonction politique. Bref, comme je le souligne assez régulièrement dans Soft Power, je radote, il serait bientôt temps de me remplacer par une de ces IA génératives. Ça fera de meilleures émissions, ça c'est certain. Il me semble nécessaire de garder à l'esprit qui se place derrière ces IA génératives et dans le cadre du jeu vidéo de penser ce que ça nous raconte en termes de mécanique addictive, de réduction des coûts de production, de collecte de données, puisqu'on est très loin d'une création et d'une régulation démocratique et transparente de ces IA génératives. Et si on pouvait penser ces questions avant de mettre les pieds, de remettre les pieds pour de nouvelles balades dans les contrées de bord de ciel, l'aventure, je crois, n'en serait que plus belle. Oh là là, mais il est déjà cette heure-là, les gens. C'est complètement l'heure de l'habituelle petite pause musicale, histoire qu'on découvre ou qu'on redécouvre ensemble un titre de bande originale d'animé et le compositeur ou la compositrice qui est derrière. Et puis qu'on se détende un petit peu, qu'on recharge son verre d'eau, qu'on aille prendre un petit café à la machine pour celles et ceux qui sont encore au boulot. Pour moi, la reprise, c'est demain. Et on se retrouve juste après pour parler Gran Turismo, pour parler audiovisuel français et pour parler Atari. Allez, à tout de suite. Vous êtes toujours sur Twitch dans l'émission Soft Power, la matinale pop culture comme chaque vendredi de 10h à midi. Vous pouvez soutenir financièrement l'émission en passant par la page Patreon qui est dans la description. Ça me permettra d'envisager sereinement de continuer l'émission ces prochaines années. Vous pouvez aussi vous tourner vers un petit sub ou un petit prime sur Twitch. Ça mange pas de pain. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui souhaiteraient rattraper les premières news, vous pouvez retrouver l'émission en format podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer et sur toutes les autres bonnes plateformes de podcast. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à laisser des évaluations positives, ce qui aide énormément Soft Power à avancer dans les recommandations. Vous pouvez également retrouver l'émission en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Et puis bien sûr, le plus important, venir assister à l'émission en direct tous les vendredis sur Twitch de 10h à midi et follow la chaîne. Voilà, fin de la réclame. Cette semaine, J'avoue, j'ai repris un extrait de l'excellente OST de Kousetsujo no Kabaneri, puisque la semaine dernière, on avait pu entendre la partie composée par Kouta Yamamoto. Je vous ai proposé cette semaine de découvrir l'autre partie de l'OST, composée par son compère de toujours, Hiroyuki Sawano, qu'on avait déjà présenté, qui ces dernières années est à son prime. Hiroyuki Sawano, qu'on connaît pour avoir bossé sur l'Attaque des Titans, sur Blue Exorcist, tous deux composés avec Kouta Yamamoto d'ailleurs, pour l'incroyable OST Kill la Kill aussi, entre autres, Hiroyuki Sawano qui sera derrière la bande originale de la très attendue adaptation animée du webtoon Solo Leveling, et cette semaine vous avez pu entendre le titre Warcry Mode V. Trajectoire à l'écran, vous faites reset, vous la loupez sur la piste, vous pouvez mourir. Yann, tu passes ton temps sur tes jeux vidéo à rêver de courses de voitures. Papa, tu nous dis toujours qu'on doit faire ce qu'on aime. Tu sais ce que ça coûte ces voitures? Ouvre les yeux.
c'est pas notre monde, mon fils. C'est quoi? Un concours. Les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde. Et une chance de courir en professionnel. T'es en train de me dire que tu vas recruter un gamin qui joue à des jeux vidéo dans sa chambre pour le sangler à bord d'un scud qui monte à plus de 300 à l'heure? Il va se faire massacrer. Ça marchera pas. Les pilotes sont des vrais athlètes. Tes petits jeunes sont des gamers maigrichons. C'est pour ça que t'es là. Allez, on se bouge! Wow. Ça doit être nouveau pour vous de vous servir de vos jambes. Wow. Pendant la course, la température dans le cockpit grimpe à 60 degrés. Les légers sont 2 fois supérieurs à ceux qu'un astronaute encaisse au décollage. Je vois rien. Hey, t'as un bonus pour ça dans tes jeux? On en parlait la semaine dernière dans le cadre de la CinemaCon 2023 et la voici, la première bande-annonce de Gran Turismo, adaptation sur grand écran du célèbre jeu de simulation automobile des écuries PlayStation. Le film prendra l'angle de l'histoire vraie, bien qu'un petit peu allégé sur grand écran, puisqu'il retracera l'histoire de Jan Mardenborough, un jeune joueur assidu des jeux Gran Turismo qui va passer la GT Academy Nismo PlayStation, un concours international organisé par Nissan, PlayStation et Polyphony Digital, qui offre aux meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde l'opportunité de s'affronter pour tenter de devenir un véritable pilote automobile professionnel. C'est ce qui est écrit sur le site officiel. Et Jan ou Yann, j'imagine, va battre les 90 000 participants et remporter la compétition de 2011, devenant le plus jeune vainqueur de tous les temps et partant par la suite pour une longue carrière en course, une carrière un petit peu compliquée parsemée d'accidents tragiques que j'imagine être omis dans le film, puisque la marque Nissan est absolument partout à l'écran. Le film est réalisé par Neil Blomkamp, que j'arrive jamais à prononcer, Neil Blomkamp. Il est coécrit par Zach Baylin et Jason Hall. Jason Hall, qui, pour l'anecdote, ça c'est gratuit, je vous l'offre, avait interprété Devon McLeish, le chanteur du groupe Oz dans Buffy contre les vampires, et qui avait notamment participé à scénariser American Sniper de Clint Eastwood. Le film est mis en musique par Stephen Barton, qui avait travaillé sur tout un tas de trucs un petit peu nuls sur grand et petit écran, mais qui avait quand même bossé sur les bandes originales plutôt sympatoches des 2 jeux vidéo Titanfall. Et au casting, on retrouvera Archie Madej, aucune idée de comment ça se prononce, et l'improbable trio David Harbour, Orlando Bloom et Jimon Hounsou, ce qui ressemble un petit peu aux prémices d'une très mauvaise blague, mais soit. Alors, si je vous parle de Gran Turismo, l'adaptation ciné aujourd'hui, c'est pas spécialement pour vous parler de voitures, vous l'aurez bien compris, c'est pour parler de 3 choses. D'abord, pour vous rappeler que le réalisateur Neil Blomkamp, c'est pas tout à fait n'importe qui, c'est évidemment le réalisateur du brillant District 9 et des un peu moins brillants #euphémisme Elysium en 2013 et Chappie en 2015, et on passera complètement sur Démonique sorti en 2021 qui n'existe pas, mais c'est surtout l'homme rêvé pour l'adaptation de Gran Turismo au cinéma ou de quelconque autre jeu par ailleurs, puisque Neil Blomkamp et le jeu vidéo c'est une longue histoire, on connaît son passé de joueur, les influences que le jeu vidéo a pu avoir sur ses films, on peut penser au design d'une partie des armes de District 9 tout droit tiré de Half-Life 2, ou certains designs d'Elysium qui font largement penser à du Mass Effect. On peut aussi penser au court-métrage dont le très chouette Adam qu'il avait réalisé à l'aide du moteur de jeu Unity. On peut penser à sa mise en scène de certains passages d'Elysium ou de District 9 qui font directement référence à des mises en scène de jeux vidéo. On peut se rappeler aussi qu'il avait franchi une nouvelle étape en rejoignant en juillet 2021 le studio de développement allemand Gunzilla Games en tant que Chief Visionary Officer. Bref, que ça fait sens de lui confier l'adaptation sur grand écran d'un jeu vidéo, en ce qu'il fait partie de cette génération qui a grandi avec le jeu vidéo dans les années 80-90, qui a alimenté leur imaginaire et influencé leur cinéma, comme Duncan Jones, comme Justin Kurzel. Et à la vue des quelques images de cette première bande-annonce, il me semble qu'on a déjà quelques dingueries visuelles à se mettre sous la dent, précisément inspirées d'une mise en scène de jeux vidéo. La deuxième chose qu'on peut dire autour de Gran Turismo, le film, c'est que le film nous rappelle à quel point la stratégie de PlayStation ces dernières années est de créer des adaptations cinématographiques et télévisuelles de ses franchises de jeux vidéo les plus populaires, en collaboration avec Sony Pictures Entertainment et d'autres partenaires évidemment, au point d'avoir créé PlayStation Productions, un studio chargé de superviser ces projets en s'appuyant sur l'expertise des développeurs des jeux originaux, ce qui est également le cas pour ce projet Gran Turismo.
Ce qui n'est pas sans rappeler la nouvelle stratégie aussi de Nintendo par ailleurs. Wink wink Mario, wink wink 1 milliard de dollars au box-office. Et c'est précisément pour ça que l'histoire du film Gran Turismo devrait taire le fiasco qui a été une partie de la gestion de la carrière de Yann par Nissan. Ça, c'est juste Cul dans le chat qui me l'a appris cette semaine. Et l'accident dramatique de 2015 qui a coûté la vie d'un spectateur. Ça, c'est hors de question pour l'image de marque de PlayStation de mettre ça à l'écran. Et c'est pour le contrôle de l'image de marque PlayStation que ces dernières années, on a eu l'absolument inoubliable Uncharted au cinéma avec Tom Holland et Mark Wahlberg. C'était de l'ironie évidemment. The Last of Us sur HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. Une série God of War basée sur le jeu d'action mythologique en développement chez Amazon Prime Video. Un film Ghost of Tsushima basé sur le jeu d'action historique se déroulant au Japon féodal avec Charles Stahelski, le réalisateur de John Wick avec Keanu Reeves. Si vous aviez oublié, c'est cadeau. Moi, j'ai très hâte de ça. Une série Twisted Metal aussi, basée sur un jeu de combat motorisé, avec Anthony Mackie dans le rôle principal, dont on a eu un premier teaser tout à fait bof cette semaine, et je vous le partage pour pas être le seul à souffrir. Ladies and gentlemen, start your engines. Bref, toutes ces adaptations de jeux vidéo dans l'objectif est de fidéliser davantage la marque PlayStation par les expériences transmédia, et Gran Turismo s'intègre parfaitement à cette stratégie. Et la troisième chose d'ailleurs qu'on peut dire sur ce film, c'est qu'Hollywood a peut-être trouvé là une nouvelle poule aux œufs d'or avec les adaptations de jeux vidéo. Depuis les années 2000, les adaptations de comic book avaient dominé sans partage le box-office mondial, porté par les succès des franchises Marvel et DC. Vous connaissez l'histoire, mais ces dernières années, le genre semble avoir atteint une sorte de point de saturation, ou une forme de plafond de verre en tout cas, avec des films qui peinent à se renouveler et à attirer le public. La phase 4 de Marvel avait largement été assez unanimement décriée. La phase 5 actuelle peine à convaincre davantage autant en termes critiques que commercial, vu l'échec qu'a été Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, censé lancer toute cette nouvelle phase. Face à cette saturation des adaptations de comic book que les acteurs d'Hollywood sentent poindre, la fabrique des rêves américaine semble avoir trouvé un nouveau filon, les jeux vidéo, une réserve d'histoire, de personnages, d'univers variés, attractifs pour le grand écran, qui bénéficient, et c'est l'avantage, déjà d'une large fanbase fidèle, comme en témoignent les 500 millions de dollars d'Uncharted, les succès importants des films Sonic, le succès d'audience et le succès critique qu'a été récemment la série Last of Us sur HBO, et évidemment la claque monstre qui est en train de mettre Mario au reste du box-office, mais aussi à toute l'histoire des films d'animation. Et c'est à ce carrefour que se trouve, à mon avis, notamment Gran Turismo, le film, dont il est bien difficile de jauger de la qualité à la vision de cette seule bande-annonce, même si Orlando Bloom au casting, c'est plutôt un mauvais présage en soi. Mais pour en avoir le moteur net, il faudra vérifier sur place en écurie le 9 août prochain. Les gens, je vous propose de continuer une petite news pour parler de la proposition de loi déposée ce mardi par Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne, Union centriste, président de la commission culture, dans le but de réformer le secteur audiovisuel français. Volontairement provocatrice, qu'est-ce qui distingue votre projet aujourd'hui de ce qui a pu un jour être l'ORTF ? C'est deux choses de nature totalement différente. L'ORTF, c'était un système de contrôle de l'audiovisuel public. Là, ce n'est pas un système de contrôle par l'État, c'est un système de coordination et de définition de stratégie commune entre les différents acteurs, entre les 4 entités que vous avez citées. C'est un outil de pilotage économique et stratégique pour dire quels sont les investissements stratégiques qui doivent être réalisés, comment on aborde la question du numérique, comment on aborde la question de l'intelligence artificielle, comment on aborde la question de la télévision connectée. On sait que ce
paysage est en pleine évolution, il y a nécessité d'avoir un outil plus fonctionnel, opérationnel, réactif. C'est ça que nous proposons. L'idée, vous l'aurez compris, décidément très à la mode ces dernières années, c'est d'assurer une souveraineté audiovisuelle, cette fois-ci, vous l'aurez compris, pour faire face à l'avènement des plateformes de streaming américaine, évidemment, puisque tout le monde a déjà oublié Salto, comme je peux le voir dans le chat. Le texte soutenu par la majorité sénatoriale sera inscrit à l'ordre du jour en première lecture de la Chambre haute pour la semaine du 12 juin. Et l'une des mesures centrales, c'est la création, préparez-vous, d'une holding de l'audiovisuel, rassemblant France Télé, Radio France, l'INA, France Média Monde. Un vieux serpent de mer, comme nous le rappelle le journal Les Échos, qui avait notamment été au cœur de la grande réforme audiovisuelle portée par l'ancien ministre de la Culture, Franck Riester, en 2020, avec une grande holding qui devait s'appeler France Média et qui avait été freinée par le Covid. Une initiative soutenue en partie par l'Assemblée nationale, puisqu'une mission sur le sujet est en train de se terminer. Mission dont le rapporteur Quentin Bataillon de chez Renaissance soutient l'initiative Tu m'étonnes. Une proposition de holding qui fait pas mal flipper à chaque fois qu'elle est brandie, parce qu'elle ne dit pas totalement non plus de quoi elle est le nom. Malgré ce qu'en dit Laurent Lafont, il y a un peu une vague odeur d'ORTF. Vous savez, cet établissement public à caractère industriel et commercial qui avait pour mission de gérer la radiodiffusion et la télévision publique en France dans les années 60-70. Et cette holding, elle pose évidemment la question des intérêts qui la traversent, la question de l'homogénéisation des points de vue, la question de la démobilisation et de la précarisation des travailleurs de l'audiovisuel public. Puisqu'on commence à connaître le schéma, une restructuration des effectifs et des services, une rationalisation des coûts et des moyens, une remise en cause des statuts et des conventions collectives. Faudra attendre peut-être un climat politique plus adéquat et l'arrivée à l'Assemblée pour que cette loi soit discutée plus en profondeur. On verra. Toujours est-il qu'on trouve d'autres choses dedans, à commencer par des mesures dont certaines avaient déjà été abordées dans le cadre de la loi sur le piratage en 2021. Un article veut notamment ramener à 2 ans, contre 5 actuellement, la durée pendant laquelle un groupe ne peut pas céder une chaîne. D'autres proposent encore d'obliger les plateformes à rétrocéder une partie de leurs droits à des chaînes de télévision gratuites de la TNT, ou encore que les diffuseurs extérieurs à l'Union européenne, comprenez surtout Amazon Prime qui avait pécho le quart de finale de Roland-Garros l'année dernière, ce qui avait bien calmé tout le monde chez France Télé, ces diffuseurs ne pourront plus s'approprier plus de 2/3 des droits de diffusion lors d'un appel d'offres lancé par une ligue professionnelle. On a aussi certains articles à propos des téléconnectés pour arrêter de mettre trop en avant les programmes de streaming. Je vous passe les détails. Bref, vous l'aurez compris, tenter de mettre des bâtons dans les roues des plateformes de streaming, chercher à devenir très gros au passage et travailler un petit peu cette nostalgie très empreinte d'ORTF. Et est-ce que cette proposition de loi verra suite? Rien n'est moins sûr, puisque des élections sénatoriales s'approchent à grands pas et que ça va probablement bouleverser l'agenda, mais je garderai un œil dessus. Les gens, je vous propose tranquillement d'avancer vers la dernière news, puisque je vous propose de partir explorer en réalité virtuelle la genèse de l'industrie du jeu vidéo. It was like she lived in the game. It's like, we're trying to make a game. She's coming from out of the game to tell us what she's doing. Pixel Ripped 1978 donc est le 3e opus de la franchise Pixel Ripped, une série de jeux en réalité virtuelle qui rend hommage, comme vous avez pu le voir à l'écran ou l'entendre à l'oreille, aux jeux rétro des différentes époques. Le premier jeu Pixel Ripped 1989 sorti en 2018.
pas facile à suivre, se déroulait dans les années 80 et mettait en scène un écolier qui jouait à une console portable entre la Game Boy et la Game & Watch. Le deuxième jeu, Pixel Rip 1995, sorti en 2020, je vais me taper la tête contre un mur, se déroulait dans les années 90 et mettait en scène un garçon qui jouait à des consoles de salon comme la Super Nintendo ou la Mega Drive. Et ce troisième jeu, Pixel Rip 1978, se déroulera quant à lui dans les années 70 et mettra en scène le créateur de Pixel Ripped qui devra combattre le méchant Cyberlin Lord et son incroyable plan, pirater le passé du créateur du jeu chez Atari et s'en faire le protagoniste. Bon, vous me voyez venir. Si je vous parle de ce petit jeu VR, c'est surtout pour vous parler de la collaboration derrière le jeu entre Arvor, qui s'occupe habituellement des Pixel Ripped, et Atari, dont on va retrouver bon nombre d'easter eggs dans le jeu. Et c'est surtout pour moi l'occasion de vous parler justement de la stratégie de ces dernières années d'Atari. Pour les plus jeunes d'entre nous, Atari, c'est une entreprise américaine fondée en 72, pionnière dans le domaine du jeu vidéo. Elle a connu un succès mondial dans les années 70-80, notamment avec la commercialisation de Pong en 72, dont les ventes planétaires vont lancer le secteur du jeu vidéo, et leur console de deuxième génération, l'Atari 2600, que beaucoup considèrent à plus ou moins juste titre comme une sorte d'iPhone de l'industrie du jeu vidéo, qui a participé à la démocratisation des cartouches comme moyen de distribution des jeux, qui a permis de reproduire assez fidèlement des jeux d'arcade populaires comme Space Invader, comme Pac-Man, comme Asteroid, et qui a bénéficié d'une longévité exceptionnelle puisque produite jusqu'au début des années 90 aux États-Unis et en Europe. Du fait de sa place tout à fait particulière dans le monde du jeu vidéo, Atari est entré dans l'imaginaire collectif avec son logo spécifique, ses codes visuels, ses codes sonores reconnaissables, et a depuis eu à coller à elle une image, un mélange d'images, d'innovation et de nostalgie qui l'ont amené à être reprise dans tous les sens dans la pop culture, dans Ready Player One en 2018, dans Blade Runner, l'original comme le nouveau, bien sûr, dans Pixel, dans E.T., dans Stranger Things, etc., etc. Alors, je vous passe la longue histoire de rachat et de revente. L'entreprise est revendue à Warner Communications en octobre 76, elle part chez Trammell Technologies en juillet 84, Warner conserve le secteur arcade qui renomme Atari Games, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ça passe de main en main. Et ça passe même par l'Hexagone, ça va passer du côté de chez Infogrames. Mais en 2013, Atari SA dépose le bilan, entraînant dans sa chute les sociétés Atari, Atari Interactive, ainsi que toutes les filiales du groupe. Je vous ai dit que j'allais très très vite, mais en 2014, Frédéric Chenet, un ancien employé d'Infogrames Entertainment, fait renaître la marque. Alors, en lançant tout d'abord la création en 2014 d'une plateforme de jeux en ligne nommée Atari Casino. Je dirais rien, j'en ai déjà beaucoup dit à la dernière Soft Power, et il va faire basculer la stratégie d'Atari entièrement autour de son nom, faire de la marque Atari non plus une marque gaming, mais une marque tout court, qui se suffit à elle-même, en la repositionnant autour du divertissement interactif dans le sens le plus large possible, et en licenciant ses marques à flux constant à travers les jeux, évidemment, à travers de nouvelles consoles de jeux, plus pour la collection qu'autre chose, mais aussi à travers les jeux du casino, bon, d'accord, les appareils connectés, les émissions de télévision et autres productions multimédia et transmédia, des bandes dessinées, des jeux de société ou encore des séries télévisées. Bref, comme le soulignait Frédéric Chenet dans une interview qu'il avait donnée à A List Daily en 2017, se servir de la puissance de l'imaginaire lié à la nostalgie de la marque pour les anciennes générations pour atteindre de nouvelles générations. Je cite Frédéric Chenet: c'est parce que c'est une marque emblématique qui signifie quelque chose au-delà des jeux vidéo pour les nombreux créateurs qui ont grandi avec elle, qui en transmettant leur amour et leur nostalgie pour la marque Atari, deviennent désormais les arbitres du goût pour la génération actuelle. Lorsqu'un logo, un jeu ou un produit physique Atari apparaît dans des événements de divertissement de haut niveau comme Blade Runner 2049, The Walking Dead ou Stranger Things ou un autre, il s'inscrit non seulement auprès des fans établis, mais aussi auprès d'un nouveau public et encore plus jeune. Et c'est de ce côté-là, à mon sens, qu'il faut lorgner lorsqu'on regarde Pixel Ripped 1978. Il ne s'agit pas du tout simplement de faire référence à un passé nostalgique du jeu vidéo, mais bien de construire une stratégie commerciale pour une marque à l'avenir et pour l'avenir. Pixel Ripped 1978, ça sort on ne sait pas trop quand cet été sur les casques de réalité virtuelle PlayStation VR 2 et sur MetaQuest 2.
C'est terminé pour les news de cette semaine, une émission un petit peu plus courte que d'habitude, encore que, mais c'est bien aussi comme ça. J'aurais pu vous parler de l'autorité française de la concurrence qui met un coup de pression à Meta en ce qui concerne leurs pratiques potentiellement discriminatoires dans le domaine de la vérification publicitaire. J'aurais pu vous parler de la syndicalisation des sous-traitants de YouTube Music avec l'Alphabet Worker Union CWA. J'aurais pu vous parler de la fuite complètement dingue de l'entièreté de Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, dont la sortie est pourtant toujours fixée à la semaine prochaine. J'aurais pu vous parler de l'interdiction de Final Fantasy XVI en Arabie Saoudite en raison des niveaux de violence du jeu et de son contenu sexuel ou autrement suggestif. J'aurais pu également traiter la question du resserrage de vis pour le contenu React sur Twitch qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. J'aurais pu vous parler du MeToo dans le monde de la BD, mais on en reparlera peut-être dans les prochaines émissions. J'aurais pu vous parler de Keanu Reeves, juste pour le plaisir de vous parler de Keanu Reeves, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous propose de passer sans transition aucune aux recommandations de cette semaine et cette semaine justement des recommandations très ciné pour rester dans la thématique de ce software très audiovisuel et je vous propose de commencer par une chaîne qui correspond parfaitement pas du tout à ce que je viens de dire. Là, regardez, là, voilà. Donc c'est très très marrant d'avoir intégré ce genre de petits détails qui est pratiquement invisible mais qui joue sur notre inconscient. Une autre caractéristique de ce genre de caméra, ce sont les couleurs qui sont pas forcément hyper larges. Vous avez des couleurs qui sont un peu délavées et pas beaucoup de contraste, pas beaucoup de couleurs chatoyantes. Je vous propose de commencer cette semaine donc avec la recommandation de la chaîne JA Tech and Gaming. Si vous avez environ le même âge que moi, vous connaissez peut-être JA pour avoir officié dans le magazine Console Plus, dont elle était entre autres rédactrice en chef des hors-séries. Vous l'avez peut-être déjà croisée sur Game One en tant que journaliste chroniqueuse. Elle a aussi bossé dans le développement, la promotion de la technologie française à Taïwan. Bref, elle a été et est toujours, il me semble, l'une des figures de proue du journalisme français dans le domaine jeux vidéo, mais aussi dans le domaine tech en France. Et en 2020, elle a créé sa chaîne YouTube, la chaîne JA Photo Tech Jeux Vidéo, qui a peut-être pas le meilleur nom de l'univers, ça je vous l'accorde, mais dont l'objectif est de vulgariser le domaine de la technologie, et ça, elle le fait très bien. Et elle revient dans cette vidéo sur le récent buzz de l'extrait du jeu vidéo français Unrecord, un jeu qui se présente comme ultra réaliste au point de faire un petit peu flipper quant à ce qu'il nous montre à l'écran. Et JA décrypte en effet en détail les effets technologiques derrière cet ultra réalisme. Comme d'habitude chez elle, c'est hyper calé, c'est assez passionnant à suivre, surtout si vous êtes comme moi et que vous y connaissez rien. Je vous invite à découvrir la vidéo et le reste de son travail. Sa filmographie, avec le recul, est-ce que Moki, c'était une évidence qu'il devienne cinéaste, qu'il finisse par faire des films? Pas par écrire uniquement des films, mais vraiment être cinéaste, quoi, faire des films. Bah, en tout cas, on voit pas trop ce qu'il avait d'autre à faire, parce que c'est à la fois un cinéphile et un obsédé du tournage depuis... Je vous partage un lien que le marque-page dans le chat m'a envoyé cette semaine, celui de Microciné, revue de cinéma et de télévision. Et attention, c'en est absolument ridicule à quel point c'est bien. Microciné, c'est une revue de cinéma et de télévision qui enchaîne des échanges avec des centaines et des centaines d'intervenants de qualité. C'est tenu par Samir Arjoum, qui a longtemps été journaliste culturel, qui a aussi réalisé du documentaire. La productivité de la chaîne a absolument aucun sens, puisqu'il y a une, voire deux vidéos par jour. Il y a 617 vidéos sur la chaîne et j'ai envie d'absolument tout manger tout le temps. Ça peut parler du médiévalisme dans les séries TV avec Justine Breton, ça peut parler de la soupe aux choux avec Thibaut Brutin, ça peut parler de John Williams avec Vivien Lejeune et Romain Danois dont on a déjà parlé ici, mais aussi de la stéréoscopie au cinéma avec Esther Jacopin. J'ai pas encore trouvé si ça avait parlé de Matrix quelque part, mais je vais m'atteler à la recherche. Le contenu est juste délirant, c'est une grosse recommandation cette semaine. Non pas d'une vidéo en particulier, mais de la chaîne entière. Microciné, revue de cinéma et de télévision. C'est sur YouTube que ça se passe. Le film ne met pas de conflit d'intérêt ou de vanité entre les deux hommes. Il y a celui qui investit un domaine qu'il ne connaît pas et un autre qui en a l'expérience concrète.
Je vous propose de rester dans les recommandations cinéma, puisque cette semaine, la chaîne Odysseus Voyage au centre du grand écran est revenue sur le film d'Erso Ozala, un film soviéto-japonais de 1975 réalisé par Kurosawa Akira, d'après le livre autobiographique éponyme de Vladimir Arseniev de 1921. Un film à la réalisation compliquée, puisque Kurosawa a été autorisé à le faire très très tard dans sa carrière et a été surveillé pendant toute l'année de production par les autorités soviétiques. Et dans cette vidéo, Yannick Rolando revient en analyse et en commentaire sur le film dans une longue vidéo d'une 50aine de minutes qui prend le temps de dire les choses et qui va suivre l'entièreté du film dans un ordre chronologique. C'est précisément comme un voyage à travers celui-ci. C'est posé, le mixage et le montage de Théo Bonacieux sont impeccables et moi, j'ai pris pas mal de plaisir à suivre le tout. Je vous recommande la chaîne et je mets le lien instantanément dans le chat. Vraiment travaillé, c'est plutôt elle. Attends, le projet sur lequel il aimerait... Oui. Joe appelle immédiatement le manoir pour dire qu'il se casse, mais il tombe mal puisque Norma a fait une tentative de suicide. Il quitte la fête, retrouve Norma qui garantit qu'elle continuera ses efforts autodestructeurs s'il tente de partir. Puis, dès ce moment du film, le personnage de Joe change radicalement. Alors qu'il semblait subir cette détention... Cette semaine, le marque-page est sorti de son éternel lurk de ce chat pour parler de Boulevard du Crépuscule sur sa chaîne YouTube dans son format Cinespace, Boulevard du Crépuscule ou Sunset Boulevard dans la langue des intelligences artificielles génératives, un classique du cinéma réalisé et coécrit par Billy Wilder que vous avez probablement déjà vu ou pas, qui revient régulièrement, en tout cas dans les discours de cinéphiles. Le film fait partie carrément des 25 premiers films considérés comme culturellement signifiants par la bibliothèque du Congrès américain, c'est peu dire, et le marque-page analyse et commente en fin détail le film, tout en produisant de la fiction autour, ce qui, de mon point de vue, fait tout le charme de ce format qui devrait être davantage découvert. Fiction durant laquelle le protagoniste rencontre Maria, une ancienne chanteuse d'opéra qui a perdu le goût pour le chant au décès de son mari, et le protagoniste va tenter de la convaincre de reprendre le chant pour celle qui avait, par la force des choses, été détournée de son rêve. C'est absolument passionnant, c'est hyper bien fait. Je ne quitterai pas ce monde sans que Cinespace soit reconnu à sa juste valeur. Cinespace 11, Boulevard du Crépuscule, c'est sur la chaîne YouTube de Le Marque-Page que je vous invite à découvrir. Tabou ou complot, la majorité des biographies de Mary Shelley cachent comme un bouton disgracieux le fait qu'elle était végétarienne. Si aujourd'hui le terme agace surtout les Templiers de la Bidoche et les admirateurs du massacre, un tel régime alimentaire n'est pas anodin pour le début du 19e siècle. Son mari, Percy Bysshe Shelley, était lui aussi végétarien. Il a même écrit un texte en faveur de ce régime alimentaire. Et pour terminer les recos de la semaine, quoi de mieux que de clore le tout avec la nouvelle vidéo de la chaîne Kaléidoscope, Arcani Corvo dans le chat, qui revient sur certains éléments du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne, laissés trop souvent sous silence. Ça parle de végétarisme de l'œuvre, ça parle du cadre politique et notamment de la situation matérielle de Mary Shelley, l'autrice du roman, en situation dont on ne parle que trop peu à mon avis, et qui peut nous en dire beaucoup sur la construction des situations dans l'histoire. Et sur le fond, ça nous parle surtout d'à quel point les adaptations d'une œuvre sont avant tout des choix artistiques, évidemment, des choix économiques, bien sûr, mais surtout des choix politiques. Et ce faisant, les adaptations de Frankenstein illustrent bien le décalage profond, voire la prise à revers qu'il peut y avoir à ce titre entre l'œuvre originale et ses transpositions sur d'autres médiums, des transgressions volontaires, Ça, c'est le point d'interrogation. Je vous en laisse seul juge, mais la vidéo est honnêtement hyper réussie. C'est un gros banger de mon point de vue. Cher la part manquante de Frankenstein, c'est sur la chaîne Kaléidoscope. Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. Vous pouvez reprendre une activité normale, comme dirait l'autre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la 13e, je crois. En tout cas, il me semble. Vendredi prochain, plus précisément, de 10h à midi, heure française sur Twitch. Et comme toujours, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui et toutes les précédentes en format podcast un peu partout, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, je le redis parce que j'ai besoin de plus d'évaluation, et bien sûr en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD.
Petite réclame de fin d'émission comme d'habitude, si le format vous plaît, vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch, claquer votre Amazon Prime que vous n'utilisez pas, même si c'est moins intéressant pour vous et pour moi. Vous pouvez bien sûr follow la chaîne, venir en live le vendredi, mettre des pouces bleus, des étoiles, des plus, ce que vous voulez un petit peu partout pour inviter toujours plus les gens à découvrir l'émission. Émission qui devrait s'agrémenter d'ici quelques semaines d'une troisième partie, j'en parle juste après. Je vous en reparle en tout cas dans quelques jours pour ceux qui suivent que l'émission en podcast, mais ça fait quelques mois que j'y pense, alors j'ai hâte de mettre tout ça en place, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Allez, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine de 10h à midi pour la 13e, il me semble. Allez, ciao!